Télérama Dialogue, nouvelle version. Ça va être pendant 5 soirs. On va préempter 5 lieux culturels parisiens, la Maison des Métallos, le Musée de l'Immigration, le Théâtre de la Ville, Théâtre du Rond-Point et le Groupe Le Monde. Et on va inviter une trentaine d'artistes qui représentent la saison culturelle, qui vont faire la saison culturelle et compter pendant l'année à venir. Et ce sera des rencontres entre la rédaction de Télérama, ses artistes et le public. Et généralement, il se passe des choses assez chouettes parce que les artistes ont confiance avec la rédac. Et du coup, il y a des moments assez sympas. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Fleur Lavedan, présidente du directoire de Télérama. Alors déjà, première chose, je ne t'avais pas demandé comment on prononçait ton nom, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est quelque chose que je fais toujours d'ordinaire avant d'enregistrer et là je réalise que je me lance sans avoir... Tu l'as très bien prononcé, c'est bien ça, Fleur Lavedan. Lavedan. Bon, ça c'est important, ça c'est fait, check. Voilà, je disais président du directoire de Télérama, je suis ravi que tu aies accepté cette invitation. Ça faisait un moment, donc voilà, on ne trouvait pas le bon moment dans les agendas et pourtant il y a des choses à dire sur Télérama, donc ravi d'ouvrir un petit peu le capot de Télérama, ce magazine un peu mythique qu'on connaît tous, qui ressemble au nom de Mediarama. Et d'ailleurs, je crois, petite anecdote, que vous avez eu à un moment donné un produit éditorial qui s'appelait Mediarama chez Télérama, mais je pense que c'était bien avant ton arrivée. Est-ce que ça te parle ou pas du tout ? Ça ne me parle pas du tout. D'accord. Ce sera peut-être quelque chose à je diguer, demanderai. parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais je crois qu'il y avait un projet de podcast Mediarama chez Télérama. Alors, j'en avais pas connaissance quand j'avais créé le podcast. Ce sera quelque chose à vérifier. Télérama, télé, radio, cinéma. On va parler un peu de ces 3 médias et d'autres, puisqu'il y a forcément plein de projets. Mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, petite intro sur ton parcours. Tu es passé par pas mal de médias, l'équipe, Canal+, notamment, et aujourd'hui Télérama depuis 3 ans. C'est ça. Quel est le fil conducteur qui relie toutes tes expériences, s'il y en a un ? Alors moi, j'ai toujours voulu bosser dans les médias depuis que je suis toute petite. Alors au départ, pour une raison très très bizarre, j'avais, je pense, 6 ans, je regardais le JT de TF1, je pense que c'était Claire Chazal. La messe. Ouais, c'est ça. Et je me disais, mais en fait, c'est incroyable, elle est super intelligente, cette femme, elle sait tout ce qui se passe dans le monde. Bon, après, grandissant, j'ai compris qu'il y avait une rédac, etc., mais ça m'a toujours attirée. Et donc, j'ai commencé par TF1, ensuite Canal, ensuite l'équipe. Et ce qui était hyper intéressant, ça m'a permis en fait de voir les différents modèles économiques. Une chaîne gratuite, première chaîne d'Europe, une chaîne payante avec un modèle d'abonnement qui est devenu un agrégateur maintenant un distributeur. Ouais, et qui finance aussi. C'est ça. Donc l'audiovisuel et ensuite la presse avec l'équipe qui était à l'époque, c'est aussi une rencontre à l'équipe parce que les rencontres dans ma carrière ont vachement joué. Et ouais, l'équipe, c'était un quotidien qui est devenu vraiment une marque unique, multimédia, avec tous les supports. Ouais, c'est devenu une plateforme, comme exactement, on en parlait avec Emmanuel, Alix, c'est vraiment vrai. le terme. C'est vrai, avec Mani, un des rares qui a bien réussi cette plateformisation, quelque part, exactement. tous les contenus, quoi. Ouais, sur print, numérique et télé, et maintenant Télérama. Voilà, une belle transition. Alors, tu n'as pas du tout une formation, donc tu es passé par différents métiers, plutôt marketing, puis direction du numérique là chez Télérama. Toi, tu as fait Télécom Paris, donc pas vraiment média au départ. Mais est-ce que cette formation, quand même, ça t'a aidé ? C'est à l'occasion peut-être de stage ou tu as réussi à trouver un peu ta voie via tes études ? Ouais, alors moi, j'avais toujours en tête de bosser dans les médias. Ouais. Donc, j'ai fait en effet une école d'ingé Télécom Paris. Et aussi, pour l'anecdote, il y avait des annonces de stages dans les locaux. Ouais, exactement. Et là, il y a une annonce de stage. C'était pour le ministère de la Culture, la DG Amic. Ouais. C'était au moment du passage à la TNT et du déploiement de la TNT.
j'ai vu TNT, j'ai compris télé, j'ai arraché le truc, je les ai appelés en disant personne d'autre pourra le faire. Et j'ai commencé mon premier stage là-bas. À la DGMIC. À la DGMIC, au moment où on déployait la TNT, donc je répondais aux questions, tu sais, des députés. D'accord. J'avais un bureau, j'ai jamais eu un bureau aussi grand de ma vie, c'était assez chouette. Et du coup, moi, je pense qu'au contraire, les formations d'ingénieurs, ce serait super qu'il y en ait plus dans les médias. Ouais. Parce qu'on en a besoin et on en a d'autant plus besoin aujourd'hui. Je pense que ça t'apprend beaucoup de choses. Déjà, tu as un esprit analytique qui est assez clé pour travailler les modèles économiques. Ça te permet de discuter avec les équipes tech qui sont essentielles aujourd'hui dans le développement des médias. Et tu as quand même un esprit orienté très solution. Parce que moi, je me souviens, quand je passais mes concours d'école d'ingé, je me dis, mais Fleur, profite, tu seras jamais aussi intelligente de ta vie. Ouais, c'est le moment Quelle que soit la question qu'on te pose, tu vas retrouver une réponse. Et ce truc de dire, mais en fait, quand on te pose un problème, tu vas pouvoir trouver une solution, je pense que ça apporte beaucoup de choses aussi dans tout ce à quoi les médias sont exposés aujourd'hui sur la refonte des modèles et la transformation des modèles. Et t'en as pas croisé beaucoup d'ingénieurs? C'est vrai que spontanément, là, je réfléchis un petit peu dans le réseau des gens que j'ai rencontrés, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs dans les médias. Non, moi, j'en connais pas. Ouais. J'en connais pas. Il y en avait à Canal un petit peu. Ouais. Il y avait des personnes côté ingé, qui étaient ingé à Canal. Mais plutôt côté tech ou non, quand même côté business aussi. Un petit peu côté business aussi, ouais, côté business. Et ensuite, oui, côté tech évidemment. Mais dans la partie, oui, plus business, il y en avait pas beaucoup quand même au global. À l'équipe, tu étais directrice du numérique, donc là on voit. Non, pas vraiment. Ouais, pas Manu. C'était Manu qui était directeur du numérique. Pardon, oui, moi, j'étais directrice marketing. Oui, non, tu es arrivée chez Télérama en tant que directrice du numérique. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a justement attiré chez Télérama? C'est la marque ou c'est l'envie un peu d'évoluer dans le poste? Parce que tu n'étais pas donc à la direction du numérique, même si t'en faisais un peu. C'est ça. En fait, moi, à l'équipe, je m'occupais de toute la partie. En gros, c'était le chiffre d'affaires hors chiffre d'affaires publicitaire et vente au numéro. Donc, c'était les abonnements, papier numérique et la diversification. Et on travaillait vachement avec Manu, justement. On avait nos bureaux à côté. Emmanuel Alix, ce sera peut-être plus. Salut. Salut Manu. Et ensuite, donc, on m'avait proposé d'intégrer Télérama pour m'occuper à la fois de la partie abonnement et aussi abonnement, audience et aussi toute la partie produit. Ouais. Du coup, qui était pour moi l'opportunité d'aller explorer d'autres choses. Et moi aussi, j'étais très très attirée par déjà la marque Télérama, qui est une marque quand même formidable, par le fait, le potentiel de cette marque-là, qui avait tout à faire encore sur le numérique quand même, parce que vous avez peu d'abonnés. C'était un peu en retard, on va y venir un peu après, mais quand t'arrives, tu vois le potentiel de... Exactement, j'avais un peu ma à la fois un gros chantier, mais un gros potentiel. Ça. Et je savais que je pouvais apporter des choses, et aussi la matière en fait de Télérama, qui est le monde de la culture, qui est absolument passionnant, et en toute franchise, je suis bien plus à l'aise de travailler à Télérama qu'à l'équipe où je devais être un peu briefée pour pouvoir tenir les discussions à la cantine, quoi. Ouais, ça c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de femmes aussi dans le sport. Je pense à Aude Baron qui était chez Eurosport aussi, qui a fait quelques belles années là-bas, qui a appris beaucoup, qui a beaucoup appris. Et tu es assez rapidement passé présidente du directoire. Tout à fait. Félicitations. C'était quelque chose que tu avais en tête de manière très transparente en te disant... Si je fais ma place... Alors, pas du tout. Non, c'était pas un plan caché. J'étais venue vraiment en tant que directrice du numérique, recrutée par l'ancienne directrice générale de Télérama, qui c'était Catherine Sueur. Et en fait, Catherine, 3 mois à peu près après mon arrivée, elle me dit, mais écoute, voilà, je vais devenir chef de l'inspection générale des finances. C'est pas mal aussi. C'est pas mal, ouais. Et rien à voir. Voilà, et donc du coup, ça s'est fait assez rapidement. J'ai vu Louis Dreyfus. J'ai échangé avec lui il m'a dit, écoute, réfléchis. C'était assez marrant parce que il m'a appelé le vendredi. Il m'a dit, Fleur, on se voit dans 2 jours. Tu réfléchis un peu à ton plan strat pour Télérama. Tu fais pas une belle presse et tout. Tu me fais ça. Mail. Ouais, c'est même sur un bout de papier. On en discute, on voit ensemble et on a passé un bon bout de temps on a échangé tous les deux et ensuite en fait très rapidement il m'a dit que c'était ok. C'est chouette parce que j'ai vu Louis, j'ai vu Jérôme, évidemment Jérôme Fenoglio, donc c'est les personnes qui surveillent, qui font partie du conseil de surveillance de Télérama. Et ça s'est fait assez vite. Est-ce que tu peux juste me préciser ce que c'est président du directoire? Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit beaucoup dans notre monde, enfin même dans les médias. Ouais. Et quand je disais de notre monde, on a aussi un peu les startups, etc. On voit pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est comme instance? Alors en fait, dans tout à Télérama, et c'est la même chose pour tous les titres du groupe, on fonctionne en directoire.
Donc moi, je suis présidente du directoire et la directrice de la rédaction est vice-présidente du directoire. Donc on forme un binôme de direction et on se répartit les tâches. La directrice de la rédaction a en charge toute la ligne éditoriale. Et nous, ce qui est très très important, c'est l'indépendance de la rédaction. Donc c'est elle qui a en charge toute cette ligne-là. Et moi, en fait, j'ai en charge toute la partie business, produits, com, market, etc., finance, etc. Et donc, on pense la stratégie ensemble et on la déploie chacune sur notre activité. Une sorte de COMEX, quelque part. Oui, sachant que après, mon codir est un peu plus élargi parce que j'ai un codir plus élargi où on implique aussi la directrice du marketing, le directeur produit, directrice de la com, directrice financière, le directeur tech, etc. Et j'en oublie. Forcément. La RH, évidemment. Et donc Télérama, depuis 3 ans, comment se porte Télérama aujourd'hui? Alors, tu as glissé quand même que ça s'était bien développé, etc. T'arrives, c'est dans quel état? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qu'on voit dans les médias, c'est que ça marche bien, que ça se développe bien. Il y a aussi cette... alors j'allais dire pas rumeur, mais que c'est un peu entre guillemets la vache à lait du groupe Le Monde, parce que ça a toujours été très bénéficiaire, etc. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est quoi comment se porte Télérama? Alors moi, j'aime pas du tout ce terme de vache à lait, et je veux vraiment qu'on enlève de notre vocabulaire, parce que je pense qu'on gagne beaucoup à être dans ce groupe-là aujourd'hui. Alors Télérama, c'est un titre qui va super bien. C'est un titre qui va bien financièrement et qui est dans une bonne dynamique aussi. En fait, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a pratiquement 400 000 abonnés papier. 400 000 abonnés. 400 000 abonnés qui, chaque semaine, reçoivent leur exemplaire de Télérama. Exactement. Donc, qui sont hyper fidèles. Ce que je te disais tout à l'heure, un abonné sur le papier reste abonné en moyenne 16 ans. C'est plus que la durée moyenne d'un mariage en France. Donc, pour te dire à quel point, quand tu commences à goûter à Télérama, ils restent abonnés pratiquement à vie. Et ces abonnés-là, en fait, ça fait quand même, ça nous permet d'avoir une stabilité financière qui nous permet d'avoir le luxe, d'avoir le temps de se développer sur le numérique. Alors, de bien choisir ce que vous voulez faire. Et de bien choisir ce que vous voulez faire et de pouvoir investir aussi en moyenne. Là, depuis 3 ans, on investit environ 2 millions d'euros par an pour le développement numérique. Donc, ce qui est quand même énorme pour un titre de presse. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on voit que ça porte ses fruits parce qu'en 2 ans, on est passé de 8 000 abonnés à 40 000 abonnés numériques. En 2 ans. En 2 ans. Et si tu regardes un peu les chiffres, tu sais, il y a Mind qui fait un graphique qui suit un peu les abonnements des différents titres de presse. Aujourd'hui, en fin 2024, on est 2e titre magazine après Courrier International en termes d'abonnés numériques. Ouais, donc vous avez surperformé par rapport à Newsmag qui cherche toujours la bonne formule. C'est ça. Et qui stagne à 20, 30, 40 000, etc., qui n'arrivent pas. Ce sont des nouveaux abonnés, c'est des abonnés qui sont abonnés au print par ailleurs, et c'est simple de leur dire, tiens, coche en plus, c'était abonné numérique. C'est quoi un peu le split? Alors déjà, tous nos abonnés papier ont l'abonnement numérique. D'accord. Nous, quand tu es abonné papier, tu peux bénéficier de Télérama, quel que soit l'endroit où tu le consommes. C'est dans ta formule. Exactement. Et c'est aussi tout l'enjeu qu'on a eu sur le numérique. Et je pourrais t'en parler sur comment on arrive à avoir sur le numérique toute la promesse éditoriale de Télérama, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 2 ans où nos produits numériques n'étaient pas du tout au niveau. Et donc sur le numérique, c'est vraiment des nouveaux abonnés. Ensuite, on voit de plus en plus des lecteurs papier qui se disent, en fait, maintenant, le produit numérique de Télérama est tellement bien que ça me suffit. Et donc nous, on est très contents. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens nous lisent, quel que soit le support. T'es vraiment très contente quand les gens arrêtent leur abonnement papier? C'est pour aller sur le numérique, oui. En fait, si tu veux... dans le ratio économique, dans le ratio économique, c'est très clair. Ouais. C'est parce qu'on dit souvent qu'il faut plusieurs abonnements numériques pour compenser un abonnement papier. Maintenant, il y a aussi un coût d'impression, etc. Exactement. Toi, tu es très au clair là-dessus. En fait, aujourd'hui, un abonné papier nous ramène un petit peu plus qu'un abonné numérique. Mais en fait, nous, quand tu fonctionnes en marge, donc tu enlèves les coûts de rédac et tu regardes juste la marge diffusion, etc. Un abonné papier nous ramène encore un petit peu plus qu'un abonné numérique. Mais là, on voit quand même qu'on est dans une tendance où les coûts d'affranchissement vont monter. Tu as les coûts de fabrication qui peuvent monter. Ça a beaucoup monté. Ouais, exactement. Donc, de fait, sur le numérique, on maîtrise quand même mieux ces coûts-là. Ouais. Donc aujourd'hui, un abonné est un abonné et pour moi, il faut évidemment choyer nos abonnés papier. Mais un abonné papier qui dit mais en fait moi je vais juste prendre le numérique, c'est pas une mauvaise nouvelle. D'accord. Au contraire. Okay. C'est moi je veux que les gens nous lisent, quel que soit le support. Et limite, même si tu gagnes un petit peu moins aujourd'hui, tu contrôles mieux, c'est un environnement, c'est chez toi, ton écosystème, tu es à l'épreuve de certaines crises, dont le papier, dont la diffusion, etc. Donc c'est un mal pour un bien. Exactement. Ok. Et donc ces 40 000 abonnés dont on parle sont des nouveaux abonnés pur numérique. Pur numérique. Et donc, je reprends, et les 400 000 abonnés
papier, c'est en baisse malgré tout, de manière organique. Oui, en fait, on résiste super bien parce que en fait, on a une baisse qui est quand même structurelle d'année en année, mais on résiste beaucoup mieux que les autres. 400 000 abonnés, c'est quand même un truc de malade dans la presse aujourd'hui. Je pense il y a aucun titre aucun newsmag qui a ce volume d'abonnés là. Mais de fait, on baisse. Mais ce qui est hyper intéressant quand tu regardes la répartition les évolutions de notre chiffre d'affaires et de notre diffusion. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires qu'on arrive à gagner sur l'abonnement numérique nous permet de compenser la baisse qu'on a sur l'abonnement papier. D'où la croissance. Vous êtes en croissance, quoi. Ouais. Ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Je veux dire, c'est plutôt rare de se dire à un instant, on est en croissance et enfin, j'allais dire, tout va bien. Tu vas me dire, il y a peut-être plein de choses peut-être qui sont encore à régler. On est forcément, moi, j'ai des ambitions qui sont élevées pour Télérama et il faut qu'on donne des caps ambitieux. Mais en tout cas, pour l'instant, on prend le bon chemin. Ouais. On prend le bon chemin, mais la route est, la route est longue et c'est à la fois un marathon sur lequel il faut courir assez vite. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, les médias. Avec des crises que t'as pas anticipées et autres. Avant d'entrer dans le détail, c'est quoi les grands chantiers en cours ? Alors déjà, je vais revenir sur les grands chantiers qu'on a fait ces dernières années parce qu'on a fait des gros chantiers. Quand je suis arrivée sur le site de Télérama, les journalistes trouvaient même pas leur contenu. D'accord. Moi, je me souviens de la première réunion parce que tu sais, quand t'arrives, tu as un espèce de grand oral devant toute la rédaction où il y a un vote. Alors pour moi, le vote, c'est un vote un peu d'intention. Mais alors que pour les directions de la rédaction, vraiment, elles sont soumises au vote de la rédaction. Ouais. Mais donc c'est quand même assez impressionnant. Ouais, et je me souviens, il y avait des questions où on dit mais attends, mais en fait, Fleur, moi, franchement, c'est hyper frustrant parce que quand j'écris un article qui est sur le site de Télérama, je le trouve pas. Et en fait, il avait raison. C'était compliqué, c'était pas clair. Mal organisé, moteur de recherche pas performant. Oui, et voilà. Un peu à la ramasse. Un peu, oui. Ben, je pense qu'on était. Après, on avait pas mal de retard technique. On n'était pas sur la bonne stack technique, etc. Mais donc, tout ça, on a travaillé là-dessus. Et sur l'application de Télérama, on avait uniquement un programme télé. Okay, alors que Télérama, c'est pas qu'un programme télé. Au contraire, la promesse de Télérama, et c'est ça aussi la force qu'on a par rapport au Newsmag, c'est notre promesse, elle est extrêmement claire et elle est unique. Parce que je fais une petite digression, c'est qu'en fait, Télérama, on a une double promesse, à la fois de décrypter le monde qui nous entoure à travers le prisme de la culture et aussi de guider nos lecteurs dans leur consommation culturelle. Donc ça, c'est très clair. Il y a que Télérama qui sait aussi bien le faire parce qu'on a 135 journalistes. Ouais. Donc c'est la plus grande rédaction culturelle de France. Et même, tu vois, même plus largement, je sais même pas si ça existe une rédaction culture aussi grande que ça, même dans d'autres pays européens. Donc on a vraiment cette force-là. Et donc du coup, pour moi, on a un boulevard devant nous. Il faut juste bien exploiter tout ce qu'on sait faire. Ouais. Et donc le premier chantier qu'on a fait, c'est de se dire, en fait, sur le numérique, sur le papier, en fait, on a une promesse très claire, nos abonnés sont fidèles et on a un produit très, très qualitatif. Et on ne retrouvait pas cette même exigence, en tout cas en termes de produits, parce que le contenu, on l'a en fait, mais en termes de mise en avant de nos contenus sur le numérique, on a totalement refondu le site et l'application dans un premier temps pour mettre tous les contenus de Télérama. 100% pour avoir la même promesse éditoriale partout. Et ensuite, sur le numérique, en fait, la force du numérique, c'est déjà on n'est pas limité en nombre de pages. Et ce qui marche très bien sur le papier, c'est cette notion de service. Quand tu es dans Télérama, donc tu as le programme télé à la fin, donc ça te rend dans le service, et tu as aussi tout le guide culture, qui sont en fait des listes de recommandations culture sur les différents culturels, sur les différentes thématiques, etc. Et on ne le retrouvait pas en tant que tel sur le numérique, donc on a développé des nouveaux formats éditoriaux, des listes de recommandations, que tu dois très bien savoir ce que c'est. On a le programme télé qui performe très bien en termes d'audience, et on s'est dit, en fait, il y a un vrai champ d'action autour de tout ce qui est prescription audiovisuelle, au sens large, notamment avec l'essor de toutes les plateformes de streaming où je pense que tu as déjà passé une soirée à chercher ce que tu allais regarder sur Netflix. Ouais, c'est un vrai sujet, on en avait parlé avec Sens Critique aussi, c'est le sujet principal. Exactement. Devant trop d'offres. Exactement. L'offre explose et aujourd'hui, nous, la rédaction de Télérama et la rédaction a critiqué pratiquement toutes les créations originales qui sortent sur les plateformes de streaming. Donc, on avait la matière éditoriale qui existait en termes de guide et de prescription. Et on l'a mixé, exactement, on l'a mixé avec le serviciel. On travaille avec Just Watch, qui nous donne toutes les entrées et sorties de catalogue. Et on a mixé ces deux choses-là pour en faire un vrai guide de prescription autour des plateformes de streaming pour passer moins de temps à chercher et plus de temps à regarder, quoi. Et c'est super bien. Et donc, si t'as pas encore l'application Télérama, télécharge-la parce que le produit, il est super. Et ça, c'est réservé aux abonnés. Et alors, tu peux évidemment regarder si t'es non abonné, mais si tu vas avoir accès à la notation et la critique, c'est pour les abonnés. Et c'est ça qui compte. Bah oui. Combien de thé ? Combien de thé, exactement, combien de thé. Et ça, c'est important et c'est un peu la marque de Télérama. J'ai vu que vous aviez lancé
campagne de marque. C'était, je crois que c'était une première, mais je suis pas sûr. Tu as raison. C'est la première fois qu'on fait une vraie campagne de marque. Ouais. Et c'était quoi l'objectif et pourquoi maintenant? Alors, pendant très très longtemps, on a compté sur la transmission de nos chers abonnés et qui marchait super bien. Et là, nous, notre objectif qui est assez clair, c'est d'élargir notre cercle d'audience. Élargir notre cercle d'audience pour aller chercher des nouveaux lecteurs parce qu'il n'y a pas tant de problèmes de notoriété de la marque Télérama, les gens connaissent. Mais par rapport à ce qu'on produit éditorialement, c'est assez dingue quand tu commences à le lire. Et on a parfois l'impression qu'il y a un sujet sur la perception de ce que propose Télérama, ou quelqu'un qui ne lit pas Télérama, qui n'a pas ouvert la porte de Télérama, se dit mais en fait Télérama c'est pas pour moi. Alors nous on a envie que les personnes plus larges que nos lecteurs actuels ouvrent les portes de Télérama parce que vraiment quand on y goûte on s'en passe plus. Et donc c'était vraiment dans cet objectif un peu plus volontariste d'aller chercher et élargir ce cercle d'audience. Et cette campagne elle est super. On a été très cool, et avec une nouvelle baseline qui est Tutoyons la culture. Et ce tutoyons il est hyper important parce que c'est se dire qu'aujourd'hui Télérama c'est vraiment le lien entre la culture et les curieux de culture et sur toutes les cultures et tous les curieux de culture. Ouais, et ça tu le dis bien parce qu'effectivement il y a quand même cette image un peu élitiste de Télérama où tu te dis, alors non pas que c'est poussiéreux, pas du tout, mais que ça reste très cinéma, festival de Cannes, j'exagère un peu, de la musique classique, etc. Et donc ça c'est bien et il y a un public. Alors c'est pas que ça et les jeunes c'est pas ce qu'ils regardent non plus. Alors si tu pensais, c'est que tu ne lis pas Télérama. C'est ça. Non mais je comprends pas que je pose des questions. Non mais en fait c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille parce que en fait élitiste non, exigeant oui. Et je pense que c'est très différent. Et il faut qu'on garde cette exigence rédactionnelle et cet œil éditorial de critique et de guide. Mais on veut vraiment s'ouvrir à tous les publics, à toutes les cultures. Et c'est pas évident, alors notamment sur le numérique où les jeunes, alors je sais pas ce qu'on met derrière les jeunes, mais en tout cas plus jeunes, on va dire mes enfants ou des millennials qui sont plutôt sur des stories, des reels. Et toi, tu parles quand même de critiques qui sont longues, de plusieurs centaines de signes, etc. Elles n'ont pas forcément l'habitude. Comment tu les fais venir sur Télérama et prendre le goût d'une lecture un peu plus longue? Alors déjà, j'ai mis en contact avec Télérama en allant là où ils consomment. Ouais. Aujourd'hui, Télérama, on est pratiquement sur tous les réseaux sociaux, donc TikTok, Insta, Thread, etc. On a pratiquement 1,5 million d'abonnés sur ces réseaux sociaux-là. On a une vraie ambition d'accélérer, vraiment, et ça fonctionne très très bien. On a toute une équipe, on a une dizaine de personnes vidéo / réseaux sociaux qui travaillent et qui sont hyper bien intégrés à la rédaction. Et ça, c'est une vraie réussite. Parce que le problème, quand tu as un titre un peu statutaire, c'est on a commencé, tu vois, il y a 3 ans à se lancer sur les réseaux sociaux, donc un peu plus tard que les autres. Et le risque, c'est de faire le vieux qui veut faire cool sur les réseaux sociaux. Et ça peut faire flop, comment? Voilà, et c'est pas le cas parce qu'en fait, on a recruté des personnes qui savaient le faire, qui avaient à la fois les bons codes, mais qui ont bien compris aussi, qui sont des journalistes intégrés à la rédaction de Télérama. Et ça marche bien justement avec la rédac. Ça marche super bien. Pareil, je vais aller un peu dans les clichés. J'imagine qu'à la rédac de Télérama, tu vas me dire que c'est plus le cas, mais ils regardaient pas forcément le numérique comme un truc super, très attaché au papier, et de voir arriver des jeunes comme ça qui font des stories, etc. Ils se disent c'est cool, on les regarde, on les laisse faire ou... Comment ça marche un peu cette intégration? Ça marche bien. Au moment où on s'est lancé sur TikTok, on a voulu montrer un test en conférence de rédac et toute la rédac a applaudi. Ah, carrément. Ouais. Ah ouais. Je pense qu'il y a une vraie envie, mais en fait, c'est vraiment... En fait, notre rédac, c'est une rédac qui est curieuse un peu de tout aussi, ce qui correspond bien à ce qu'on fait. Tu vois, ils sont au théâtre le soir, devant des séries, ils sont aux côtés des artistes. Et ils ont cette notion aussi de vouloir transmettre et de vouloir parler au plus grand nombre. Et quand, en fait, il y a un enjeu quand même de pédagogie, si je peux dire, de leur expliquer que c'est super. Il faut évidemment écrire pour nos abonnés papier qui sont fidèles, mais l'intérêt, en fait, eux, ils ont envie d'être lus. Ils ont envie d'être lus, ils ont envie d'être écoutés. Par le plus grand nombre. Et ce qui est super, il y a un format qui marche hyper bien sur les réseaux sociaux. C'est un face-à-face entre 2 de nos critiques ciné que j'adore, qui sont top, qui sont
Samuel, qui est le rédac chef ciné, et Marie Sauvion, qui est dans son équipe aussi. Et ils font des face-à-face critiques. Ils se fightent un petit peu. Ils sont hyper... tu vois, c'est pas des jeunes, mais ils sont hyper bons et ça cartonne sur les réseaux sociaux. Et c'est filmé face caméra où on Exactement. les voit. On a vraiment une équipe qui sait faire ça, quoi. Donc ça, c'est assez chouette. Et donc, aucun objectif de monétisation à ce stade là-dessus. C'est de la notoriété, comme on dit, et se frotter un peu à la marque, que les jeunes se frottent un peu à la marque avant qu'ils aient un peu de pouvoir d'achat, ils ont envie de s'abonner. C'est intéressant que tu dises ça parce que évidemment, il y a quelque chose de long terme sur déjà être là ou être en contact avec la marque. Mais là, on est en train de réfléchir avec notre régie pub, qui est M-Pub, qui est la régie du groupe Le Monde, ouais, à la manière dont on peut mieux monétiser ces réseaux sociaux-là. Parce que quand tu réfléchis, sur le mag, il y a de la pub. Sur le site, il y a de la pub. Sur l'app, il y a de la pub. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de pub. Alors que vous faites des grosses audiences, ouais, a priori. Et donc, c'est vrai que tu donc dois te dire, c'est quand même pas cool, quelque part, que toute cette audience-là soit pas monétisée ou monétisée par quelqu'un d'autre. Donc, on y travaille, on réfléchit avec la régie, avec la directrice de la rédaction et on en parlera à la rédaction aussi. C'est important. Oui, effectivement. Belle transition. Tu parles donc de M, la régie. Donc, vous faites partie du groupe Le Monde. Ça, je crois qu'on l'a déjà dit, tout le monde l'a compris. Tu peux me dire ce que ça change au quotidien, ce que ça apporte, à quel point vous mutualisez historiquement. Donc tu disais les produits, la numérique était un peu, pas délaissé, le terme est beaucoup trop fort, mais c'était, voilà, il n'y a pas une base commune pour les produits numériques. C'est un peu plus le cas aujourd'hui? Oui, alors déjà, le truc quand même à avoir en tête, c'est que les rédactions sont totalement indépendantes les unes des autres. Donc ça, il y a vraiment une indépendance de chaque rédac. Mais sur le reste des activités, on essaie, en tout cas... sur toute la partie tech, s'il y a un directeur technique, un CTO qui est un CTO groupe. Donc en gros, toutes les équipes tech sont sous sa responsabilité, même s'il y a des équipes dédiées à Télérama. Mais pour donner un exemple, les équipes app, c'est des équipes mutualisées sur le groupe avec des logs de temps, etc. Donc on bénéficie aussi du savoir-faire et de toutes les avancées du monde. Sur toutes les équipes marketing, donc les équipes de Lou Grasseur, donc les équipes numériques, il y a énormément de partage d'informations. On travaille très très bien ensemble et ça c'est quand même un plaisir. Et nous, clairement, faire partie du groupe Le Monde sur le numérique, c'est une force inouïe. Ça nous permet d'aller 2 fois plus vite que d'autres titres qui sont tout seuls, etc. Parce que tout ce que fait Le Monde, il y a des partages de connaissances et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Ouais, des choses que tu n'aurais pas tenté par ailleurs, des retours d'expérience. Ouais, ça, c'est quand même une vraie force, quoi. Et la régie pub aussi, avoir une régie pub groupe, ça permet aussi... C'est eux qui font toute la monétisation, toute la pub du magazine. C'est ça, ouais. Du titre sur le site, l'application. Et ça, c'est une vraie force aussi. Et il y a des personnes qui sont dédiées à Télérama au sein de cette régie ou non, en fait, c'est vraiment une régie multititre pour le groupe et ils peuvent vendre Le Monde, ou Courrier ou du Télérama. C'est une régie multititre avec des spécificités par secteur et aussi, je tiens à le dire parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est une régie avec qui c'est un bonheur de travailler et qui connaît aussi la limite par rapport au rédac, tout ça. Donc on fait des super beaux projets avec cette régie et c'est vraiment très chouette. Et ça, c'est aussi une particularité de ce groupe-là. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, tu sais, quand je passais mes entretiens, tu sens que c'est des gens qui bossent beaucoup, mais qui ont un super état d'esprit. Et c'est quand même bien de le dire aussi, c'est un groupe qui est vraiment chouette. Ouais, je vais pas dire que c'est un groupe secret, c'est pas le cas. Tu vois, la preuve, c'est que j'ai quand même eu plusieurs invités, mais t'as l'impression qu'il peut y avoir des chapelles, etc. C'est pas évident de faire en sorte qu'il y ait des synergies fortes comme ça, avec des titres qui ont des ADN très différents comme ça. En fait, la synergie, elle n'est pas côté édito, elle est vraiment côté partage, marketing et régie, quoi. Ouais. Et pourquoi pas édito d'ailleurs? Enfin, c'est une... Aujourd'hui, on pense qu'il faut vraiment... l'indépendance des rédactions est forte, on a chacun notre identité. Et tu vois, au sein du groupe Le Monde, t'as Le Monde évidemment, Télérama, Courrier International et Malzer Publications et le Nouvel Obs, qui est un petit peu... qui est encore un peu à part. Ouais, qui est un peu à part, je crois, en termes d'actionnariat. Mais pour nous, c'est très important que tous les titres soient indépendants éditorialement. C'est notre force aussi. Ouais, j'imagine que les rédacs doivent bien s'accrocher aussi à ça, à cette indépendance. Ouais. Il y avait eu aussi une initiative, alors j'ai mis qu'elle a été couplée aussi avec Le Monde, mais avec Max. Ça date d'il y a quelques semaines maintenant. Je ne sais pas ce que tu peux nous en dire à ce micro. Quel retour vous avez déjà, c'était un peu une première, je pense, pour un média. C'est une première, je crois même mondiale, de faire qu'un groupe des titres de presse distribue une offre de streaming. Ouais. On était assez contente avec Lou Grasseur. Ça fait un bel effet d'annonce. Ouais, ça fait un bel effet d'annonce. Non, mais en fait, on a commencé à discuter avec Max avant les JO, avec un petit rêve au début de lancer le truc. On a commencé à discuter en jeu en mode il faut le faire avant les Jeux. C'était totalement impossible.
pour toutes les raisons que tu peux imaginer, techniques. exactement, parce que c'est quand même un beau chantier technique. Et nous, en fait, techniquement, c'était le bon moment parce que comme on a réinternalisé tous les tunnels d'abonnement, on a plus la main pour pouvoir faire ce type de projet-là. Donc ça, typiquement, c'est un projet qui a été groupe. Ouais. Pas mal mené par Sacha, que tu as. Sacha Morard. Et ensuite par Paul Lalleux, qui a fait sa suite. Son successeur. Et je fais une name dropping dans ce podcast, ça va pas du tout. C'est bien, ça fait plein d'idées aussi d'invités. Et donc, du coup, très rapidement, on a trouvé que ce soit Le Monde ou Télérama, un vrai intérêt à pouvoir faire ce partenariat. Donc, je vais plutôt parler pour Télérama, mais pour Télérama, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sens. En gros, on passait de la prescription culturelle à la consommation culturelle dans un même abonnement. Parce que nous, en fait, on te guide et après, pour que tu ailles consommer de la culture. Oui. Et donc, ça fait beaucoup de sens. Donc, on garde notre indépendance éditoriale. On peut dire tout le bien ou tout le mal qu'on pense des séries et films ou documentaires qu'il y a sur Max. Mais on permet à nos futurs abonnés, pour un prix moins cher que s'abonner à la fois à Télérama et à la fois à Max, de pouvoir consommer. Ouais. Donc ça donne plein d'idées, j'imagine, de se dire demain, je sais pas, comme un pass culture, etc. T'abonner Télérama, tu peux avoir des remises. En termes de marketing, tu te dis, il y a un boulevard là-dessus. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de beaux partenariats à faire. Je pense qu'il faut bien choisir ses partenaires. Et tu vois, c'est marrant que tu racontes ça parce qu'aujourd'hui, on a plus de 500 acteurs culturels qui sont des partenaires, qui nous filent des places gratuites, etc. Mais c'est quelque chose qu'on valorise très très mal parce qu'on sait pas bien le raconter. Alors que pour moi, c'est un vrai levier d'acquisition. Et c'est un chantier sur lequel on va devoir se lancer quand on aura fini les autres chantiers à venir. Parce que je t'ai pas parlé des chantiers qui vont arriver. Non, mais ça, on va en parler. Et pourquoi vous avez du mal à le faire? Parce qu'il y a ce côté... je sais pas pourquoi. Parce que tu peux dire, dans tout ce qu'on raconte dans les médias, tu te dis avoir des perks quand t'es abonné, des places gratuites, des avant-premières, des projections en exclusivité. Tu te dis, putain, ça c'est hyper... ça marche. En fait, c'est juste qu'en toute franchise, on ne s'est pas encore posé dessus parce qu'on avait des sujets plus prioritaires. Ouais. Mais c'est un sujet sur lequel moi j'ai envie de me poser. Et ça marche très bien. Tu vois, notre meilleur mois de recrutement chaque année, c'est au mois de janvier. Et pourquoi ? Parce que c'est le mois du Festival Cinéma Télérama. Je ne sais pas si tu connais, mais pendant une semaine, dans 450 salles en France, on diffuse les 16 films recommandés par la rédac de Télérama qui sont censés être les meilleurs films de l'année passée. Cette année, on a eu 325 000 entrées en salle et on fait une offre d'abonnement. Parce qu'en fait, pour pouvoir bénéficier de ce pass qui te file une entrée au cinéma à 4 €, ce qui est quand même très peu cher, tu dois être abonné à Télérama. Et donc là, c'est un pic. Et c'est un pic d'abonnement de fou parce que t'as aussi, tu t'abonnes à Télérama et en plus, tu peux aller voir. 4 € voir les 16 meilleurs films de l'année précédente. Donc c'est vraiment la super offre. Exactement. Donc ça c'est quand même des marqueurs qui disent il y a un truc à faire autour de ça. Tu m'as pas dit le succès que ça avait eu cette offre avec Max? Écoute, on donne pas de chiffres parce qu'on est soumis dans ce terme de partenariat. Tu connais ce type de partenaire. Là, ta réponse. Non, mais c'est positif. Je pense qu'en plus on apprend aussi. On est très content des premiers résultats. On apprend aussi en marchant parce que c'est la première fois qu'on le fait. Nous, on n'est pas au départ un distributeur d'offres, même si je me dis que Télérama dans la culture. Il y a peut-être quelque chose à jouer, mais non, mais c'est très chouette et en tout cas, on a plein aussi de nouveaux leviers à travailler et on se rend compte aussi, tu vois, les premiers enseignements qu'on peut avoir, c'est qu'on a besoin de faire de la pédagogie sur cette offre-là, notamment on est plus puissant en termes d'acquisition quand on parle des contenus Max plutôt qu'on parle vraiment de Max en tant que tel. Ouais. C'est les séries, les etc. qui est par exemple The Last of Us, toutes les promos qu'on a fait sur The Last of Us a bien fonctionné. A bien fonctionné. Ouais. Ok. Mais effectivement, je pense qu'il y a un vrai truc à faire avec des abonnements Spotify, Netflix, enfin bref, en tout cas, tout ce qui est bundle, c'est quelque chose qu'on sait qui marche bien. Le New York Times en a fait aussi beaucoup. Je trouvais ça vraiment cool que vous fassiez ça. Donc, on aura peut-être des chiffres qui sortiront ou d'autres choses. On verra bien. On parle souvent de la fragilité des titres culturels. Tu t'en as un peu parlé. A priori, vous êtes, c'est pas votre cas. Comment est-ce que tu expliques ça? Parce que tu as l'impression quand même que c'est une grosse industrie. C'est le winner takes all. C'est vous qui avez. Déjà, on n'a pas de concurrent. Quand même, dans le domaine culturel. Et après, nous, on va... Un sens critique dont je parlais tout à l'heure, tu le vois pas comme un concurrent, c'est trop, entre guillemets, petit, avec tout le respect que j'ai pour eux et le travail qu'ils font. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de puissance rédactionnelle, etc., il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrent. Après, on regarde... En fait, il y a des concurrents sur des thématiques, mais c'est un média qui fait toutes les cultures, il n'y en a pas. Donc, du coup, on a quand même cette force-là. Et après, aujourd'hui, on va bien, mais moi, je suis quand même très alerte notamment sur le modèle papier, ça peut basculer très, très vite. Tu vois, si les coûts de distribution de la poste explosent, ton modèle, il peut se fragiliser. Donc, il faut vraiment qu'on accélère plus fortement sur le numérique. Mais moi, je pense que la presse culturelle, elle est plus essentielle que jamais
Parce que tu disais qu'on a une explosion maintenant de contenu, d'offres culturelles. Et la culture, en fait, tu grandis avec la culture, quel que soit ton âge. Tu parlais de tes enfants qui regardent des choses sur YouTube. En fait, on se forge notre personnalité avec la culture en écoutant de la musique. Et je pense qu'avec l'explosion de toute l'offre culturelle, on a plus que jamais besoin d'un guide. Ouais. Et donc Télérama a plus que jamais une place à prendre. C'est ce guide. Ouais, exactement. C'est assez vrai. Et donc, lien assez fort avec les lecteurs, justement. Comment vous cultivez ce lien Alors là, on a parlé des offres, etc. Est-ce que vous les connaissez bien, vos lecteurs? Est-ce qu'il y a, pour le développement de communauté, des choses que vous faites? On a parlé de plein de services, mais là, c'est vraiment pour l'utilisateur en tant que lui-même. Mais est-ce qu'il y a une communauté Télérama? Alors, le lien, cette notion de lien, elle est hyper importante pour nous et c'est quelque chose qu'on va de plus en plus travailler parce que justement, ce rapport de confiance, en plus avec tout ce qui arrive, avec l'IA, etc., ce rapport de confiance est hyper important. Donc, ce lien, il est très fort avec nos lecteurs. On l'entretient par plusieurs choses. Déjà, ça peut paraître un détail, mais si on n'en est pas un, on a un service client qui n'est pas sous-traité, en fait. On a un service client au sein du bâtiment, tu vois. Télérama. Un service client Télérama qui est hyper bien formé, etc. Et donc, c'est un vrai contact avec nos lecteurs parce que nos lecteurs appellent beaucoup encore au téléphone. Et voilà. Pour plein de raisons, j'imagine. En tout cas, nos lecteurs papier, c'est ça. Et ce lien-là, on le fait aussi en les rencontrant. Ouais. En les rencontrant, on leur ouvre les portes de la rédaction. Et c'est des super moments. Il y a des personnes qui viennent passer une journée avec la rédac de Télérama. C'est des abonnés qui restent à vie. Ah ouais, c'est... Ah non, mais c'est... Quelqu'un vient Télérama et tu sais que derrière, c'est fou, ils sont tellement heureux. Nous, on ne pense pas parce que c'est notre quotidien, mais en fait, les personnes sont vraiment heureux de découvrir, d'assister à une conf de rédac, de mettre des visages sur les journalistes. Et moi, je crois beaucoup aussi sur cette notion, pour créer du lien, à montrer les visages de nos journalistes, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a tout un travail aussi à travailler sur les communautés, sur les réseaux sociaux, sur beaucoup plus échanger, créer de l'interaction, etc., sur lequel on est en train de travailler. Et on a lancé, il y a pas longtemps, tout ce qui est microcritique sur le site et l'application de Télérama pour que nos lecteurs, nos abonnés puissent faire noter et critiquer aussi du GC, comme on dit, quoi. Donc du contenu généré par les utilisateurs où ils peuvent mettre leur propre... C'est ça. Et donc ça, on l'a lancé il y a quelques semaines et on va essayer de voir, la rédaction est en train d'essayer de voir la manière dont on peut un peu jouer, le mettre en avant d'un point de vue édito aussi. Ça peut être pas mal parce qu'il y a des vrais aficionados qui peuvent te faire des critiques de dingue. Et tu vois, par exemple, moi je regarde beaucoup IMDb. Oui. Et j'accorde un énorme avis aussi aux notes et aux avis utilisateurs, au-delà des professionnels que vous êtes, etc. Mais le mix des deux, c'est là pour moi la quintessence un peu d'une critique d'un avis sur un film, quoi. Et on le voit bien avec l'explosion des usages sur Letterboxd, etc., qui a une vraie appétence, en tout cas des plus jeunes, à noter, à faire des listes, tout ça. Et dernière chose pour créer du lien avec nos lecteurs, c'est tous les événements qu'on fait tout au long de l'année, qui permettent de les rencontrer, de rencontrer nos lecteurs et nos futurs lecteurs. D'accord, donc il y a ce festival en début d'année et après il y a plein de temps. Oui, en fait, là, une fois par mois, on fait des événements autour soit des séries, soit c'est des rencontres entre quelqu'un par exemple, là, il y avait Ken Kojandi de Bref, on a eu Alex Poisson, Camille Cotin, etc. Entre des lecteurs, des personnes, donc lecteurs ou non lecteurs, mais en tout cas des personnes qui aiment, qui ont envie de venir pour cette rencontre-là, un journaliste de Télérama et un artiste. Donc on le fait sur les séries, on le fait sur les livres, on le fait sur des écoutes d'albums. Ouais. Et là, on a un nouvel événement là qu'on repense totalement pour la semaine du 6 octobre, qui va être assez chouette. C'est quoi? C'est Télérama Dialogue. Ça va pas de me lancer une perche parce que j'allais le dire. Télérama Dialogue, nouvelle version. Ça va être pendant 5 soirs. On va préempter 5 lieux culturels parisiens, la Maison des Métallos, le Musée de l'Immigration, le Théâtre de la Ville, Théâtre du Rond-Point et le Groupe Le Monde. Et, qui est aussi un beau bâtiment et un lieu culturel. Et on va inviter une trentaine d'artistes qui représentent la saison culturelle, qui vont faire la saison culturelle et compter pendant l'année à venir. Et ce sera des rencontres entre la rédaction de Télérama, ses artistes et le public. Et généralement, il se passe des choses assez chouettes parce que des artistes ont confiance avec la rédac. Et du coup, il y a des moments assez sympas. Ouais, j'imagine, où ils peuvent faire des performances, des choses, il peut y avoir plein de choses. C'est surtout des échanges. Et tu vois, il y avait... Généralement, on le faisait sur une journée. Là, on va le faire en soirée pour pouvoir élargir notre cible et toucher des actifs aussi qui ne peuvent pas venir en journée.
Il y a quelques années, on avait eu Romain Duris qui en racontant des choses, que s'était mis à pleurer sur scène. C'est des moments quand même que tu vis pas. C'est pas des interviews classiques que tu peux voir dans. C'est beaucoup plus intime. Ouais, c'est exactement. C'est confiance. C'est ça. Moins de monde. Moins de monde et tu vois, moi je me souviens de Cécile de France qui est déambulée et qui est restée pendant au moins 1 heure avec les personnes, non plus pendant la rencontre, mais qui échangeait, qui était hyper contente. En fait, les artistes se sentent en confiance. Le public est là et est bienveillant et nous on fait le lien. Donc on est parfaitement dans notre rôle. Ça c'est chouette ça. Et vous pouvez en capter ou en faire quelque chose Pendant longtemps on l'a capté, mais on ne savait pas très bien quoi faire. Ouais, c'est et donc ça. on réfléchit parce que c'est super de capter, mais il faut le capter en fait pour pouvoir, une fois que tu l'as, une captation hyper longue de rencontres, ça fonctionne pas forcément super bien. Il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on peut l'utiliser, notamment sur les réseaux sociaux, en découpant, etc. Des petits clips, effectivement, qui permettraient de derrière. Normalement, ce sera le cas. Il y aura l'équipe des réseaux sociaux qui sera là. Donc ça, c'est en octobre, Télérama Dialogue. On a parlé un petit peu des plateformes. Donc il y a certaines questions que j'avais préparées, donc auxquelles on a déjà un peu répondu. Mais est-ce que ces plateformes, vous les voyez comme des concurrents, des partenaires C'est quoi un peu la relation avec ces plateformes qui, eux, est-ce qu'ils ont un intérêt à bosser avec vous? J'imagine que oui, mais comment vous vivez avec elles? Alors clairement, moi, je les vois comme des partenaires et un super terrain de jeu. Parce que sur ces plateformes-là, il y a des super contenus. Et donc, du coup, c'est un terrain de jeu pour la rédac. Et vraiment, la rédac de Télérama, dès qu'il y a un nouveau champ culturel qui s'est ouvert, on s'est tout de suite intéressé à ce champ culturel. Tu sais que Télérama, c'était télé, radio, cinéma. Ouais. Et c'est exactement ça. Et donc maintenant, tu pourrais rajouter tous les autres champs culturels. Mais le nom serait pas terrible. Ouais, le nom serait pas terrible. Il faut s'arrêter à Télérama. Mais donc moi, je pense que c'est un super terrain de jeu éditorial. Et ce sont des partenaires aussi parce que ce qui est hyper intéressant là, depuis qu'on a lancé ce guide plateforme, c'est que ça nous a donné des très belles opportunités business du publicitaire. On a fait un très beau partenariat avec France Télé notamment, où on a inventé des nouveaux espaces publicitaires beaucoup plus intégrés, beaucoup plus natifs au sein de l'application de Télérama et du site de Télérama, pour mettre en avant des contenus de France Télévisions au sein de cet univers. Là, on fait le même type de partenariat avec Canal en ce moment, qui peut faire du coup des partenariats un peu récurrents. Et ce qui était intéressant, notamment avec le partenariat avec France Télé, tu avais le penchant numérique et qu'on a fait aussi un supplément papier d'un 8 pages où la rédaction de Télérama faisait une sélection des meilleurs contenus disponibles sur la plateforme France.télé. D'accord. Qui est distribuée sur toute notre base d'abonnés papier. Donc c'est pas sur un contenu en soi, mais plus sur la plateforme, parce que j'imagine, après, les questions d'indépendance éditoriale, c'est toujours un peu compliqué d'être l'audateur d'un annonceur qui paye, etc. Ça, on le fera jamais. D'accord, donc c'est dire, ok, on poste avec France Télévisions, par contre, c'est vous, la rédaction, qui choisissez les contenus qui vous ont plu, que vous voulez mettre en avant. En tout cas, sur le papier, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et sur le site, France Télé peut mettre un contenu, mais on ne dit pas si on l'aime ou pas. C'est juste qu'il bénéficie de l'écosystème. Ouais, et les plateformes, en prenant un café justement avec Thomas Lombert d'Orso, qui disait que les plateformes, elles payent pas. Elles payent plus, elles peuvent pas faire ce genre d'opération, elles n'ont pas un intérêt à venir chercher vos communautés. C'est plus le cas. Alors, c'est d'annoncer chez vous. Ah si. Si, elles le font. Est-ce que vous réfléchissez à produire ou diffuser du contenu natif pour ces plateformes? Podcast, format vidéo, newsletter. Alors, on sait la difficulté aussi des coûts de production, etc. Mais est-ce qu'il y a des idées, des projets autour de production que vous pourriez faire? Alors, nous, on est sur toutes les plateformes type réseaux sociaux ou YouTube, on est déjà. Ouais. On est déjà. Et après, moi, je pense que là, il faut... L'erreur qu'on peut faire, c'est de se dire on veut produire, on veut sortir de là où on est les plus forts. Pour moi, la force de Télérama, c'est de guider au sein de ces plateformes-là. C'est pas de faire du contenu sur ces plateformes. Donc, faire une création originale sur Netflix par Télérama, moi, j'y crois pas trop. En revanche, dire quoi regarder sur Netflix, on est beaucoup plus dans notre champ et dans notre force. Guide et prescripteur. Voilà, exactement. Et je pense qu'il faut rester... Et c'est pour ça qu'on fait des partenariats avec ces plateformes. Ouais. Plutôt que de devenir une plateforme. Et vous pourriez justement, est-ce que sur tout ce qui est critique, notes, etc., travailler avec elles Alors ça, moi, c'est une envie que j'aimerais beaucoup développer. On avait un peu discuté avec Netflix, mais le problème de Netflix, c'est que c'est une plateforme américaine et que rien ne peut être bougé. Mais moi, je crois beaucoup au fait que la notation de Télérama doit être là
où se fait l'usage. Donc là, aujourd'hui, on a la note de Télérama dans MyCanal, par exemple. Et je sais que c'est quelque chose qui est assez plébiscité par en tout cas, les abonnés de Canal que je connais. Donc, c'est un peu du micro-marketing, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça je doit me être dis dur que... de voir l'usage, je pense. Parce qu'à moins de faire des sondages, des enquêtes lecteurs. Mais moi, j'ai un petit rêve qui serait de se dire, t'allumes ta télé d'Orange ou ta télé connectée et t'as le guide Télérama qui va te conseiller quoi voir ce soir sur la télé linéaire et la télé et les plateformes auxquelles t'es abonné. Ce qu'on fait déjà, du coup, sur notre site et notre application, mais que tu l'aies directement sur ta télé. Ce serait fou. Tu vas avoir effectivement une application Android, Apple TV, quel que soit, avec le lien direct. Exactement. Et le lien profond. Exactement, le lien profond vers les plateformes. En fait, on l'a en plus sur le site et l'application. Et donc là, ce qu'il faut, c'est discuter avec soit des FAI, soit des téléconnectés directement, soit développer sa propre application. Mais le mieux, c'est d'être directement intégré en premier écran. Donc il faut trouver les bons contacts. Et pouvoir trouver le bon modèle économique aussi associé. Parce que comme notre notation est payante, elle a de la valeur. Bien sûr. Et puis pour le coup, je trouve là que cette notation, les T dont on parle, alors c'est peut-être encore une fois parce que j'ai eu ça depuis que je suis petit, mais les T, c'est vraiment c'est le Graal. Tu sais que tu vas découvrir des fois des choses. Je sais avoir écouté de la musique que jamais j'aurais écouté parce que je l'avais vu dans Télérama et je me suis dit, ils mettent 3 T, ça doit être cool, faut y aller. Pardon, mais même sans les liens profonds, c'est vrai que les gens ont le réflexe d'allumer leur box, la télé, etc. Pas forcément d'aller sur le téléphone. Vous pourriez développer une application pour une télé connectée, même sans lien profond dans un premier temps, qui serait ah oui, tiens, je vois mon logo Télérama et je vais dessus, puis après je copie-colle. Oui, juste sur la prescription, plateforme. Mais en plus, je pense que la notion de lien profond, c'est pas ce qui est forcément. Quand c'est technique, tout est possible. Bien sûr. Je veux dire que tout était. Ça, c'est un peu mon credo, mais oui, c'est quelque chose en tout cas auquel on réfléchit et de la même manière, si tu veux, on structure nos développements les uns après les autres par rapport à ordre de priorité, mais c'est bien dans ma tête et on commence à en parler en interne. Parmi tous les chantiers. Il y a l'IA aussi. Ouais. Donc, forcément, tu sais, je peux pas ne pas poser la question. L'IA, ce petit truc dont on parle un petit peu depuis quelques mois. Est-ce que vous l'utilisez globalement? Qu'est-ce que c'est quoi Télérama et l'IA aujourd'hui? Alors Télérama, on est au tout début pour l'instant en fait. Aujourd'hui, on l'utilise pas dans les rédacs. Dans les rédacs, on l'utilise pas. On a fait plusieurs groupes de travail. Un premier groupe de travail très édito, qui est une veille édito sur tous les tendances IA pour pouvoir le suivre éditorialement. Et ensuite 2 groupes de travail, un côté rédac et un côté plus admin sur les outils. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs choses en fait sur lesquelles il faut qu'on travaille. Déjà, de faire un état des lieux parce que tout le monde commence à utiliser un peu des outils IA dans son coin, de comprendre comment ils les utilisent et pour quels usages ils les utilisent, pour identifier les besoins qui existent aujourd'hui et pouvoir potentiellement répondre à ces besoins-là d'un point de vue pour nos journalistes et pour les personnes de Télérama. Et il y a un vrai sujet de formation. Tu vois, je pense qu'il faut qu'on forme nos managers, il faut que même moi je me forme, parce que tant qu'on n'est pas formé, on ne pourra pas avoir d'idée d'utilisation et d'usage de l'IA ce que ça concrètement, peut faire, exactement. Le potentiel pour derrière. C'est ça. Donc il y a un vrai enjeu de formation. Et ensuite, en quoi on croit vraiment avec Valérie Rouillet, qui est la directrice de la rédaction, c'est d'avoir une culture qu'on peut tester des choses. Et c'est pas parce qu'on teste des choses qu'on va forcément l'appliquer et les généraliser derrière. Mais cette culture du test et de se dire, il faut rien s'interdire et ça veut pas dire qu'on le fera. Parce que je pense qu'il peut y avoir une espèce de peur et donc et pour nous en fait, et on a la chance aussi d'être à Télérama et d'être dans ce groupe qui va bien financièrement aussi, et donc du coup on peut bien choisir les usages qu'on fera de l'IA dans le futur. Et le groupe, justement, a signé ces partenariats avec OpenAI. Le Monde. Ça allait être ma question. Donc, ça ne concerne le périmètre que Le Monde. Oui, sur OpenAI, c'est que Le Monde. Et Perplexity, c'est aujourd'hui que Le Monde. D'accord. Bon, c'est dommage. Enfin, après, je dis ça après. Écoute, j'attends les prochaines phases de négo, on verra. Bien sûr. Parce qu'on peut aussi imaginer, tu vois, demain on demande à ChatGPT ou autre, tiens, tu me connais, qu'est-ce que tu me recommandes ce soir, tu vois? Et il peut y avoir ce changement d'usage et que ce soit non plus le réflexe Télérama, mais le réflexe ChatGPT qui a tout l'historique, qui connaît tout et qui me dit, tiens, surprends-moi ce soir. Et ce serait intéressant que ce soit des sources Télérama ou que vous soyez là, quoi.
Ouais, et on discute un peu de ça aussi avec donc le CTO Paul Lalleux en disant ça peut, tu vois là Le Monde avec Perplexity ils sont en train de monter un moteur de réponse de réponse au sein du monde, et à terme je trouve que ça hyper intéressant. Aujourd'hui on a un moteur de recherche, on a de listes de critiques, etc. Mais si tu avais un moteur dans Télérama déjà pour se dire attends, j'ai envie de me faire une pièce de théâtre le week-end prochain, qu'est-ce que tu me recommandes, et qu'on te sorte uniquement de la critique Télérama. Donc ça, il faut voir comment c'est possible, quels sont les contours. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien essayer de tester ce genre de choses pour voir un petit peu, qu'on commence à s'entraîner, qu'on teste et on voit, en fait, il faut tester des choses. Voilà, pas de limite, faut tester. Et puis, encore une fois, c'est pas ce que tu testes que ça implémente. Et ça doit rassurer aussi un peu les équipes. Parce que sinon, tu peux te dire, il peut y avoir un petit peu de résistance très naturelle. Il n'y a pas de plan caché. Bon, non, j'imagine bien. Non, mais ça peut être la crainte, il n'y a pas, voilà. Exactement. Mais c'est pour autant, il faut tester. Si on arrive un peu au bout de cet épisode, si on va se projeter un peu dans le futur, 3-5 ans, comment tu imagines Télérama ? Est-ce que tu y seras encore ? Peut-être. Ah, mais moi, je m'y plais beaucoup. Donc, oui, j'ai très envie d'y rester. Et parce qu'on a encore plein de choses à faire. Là, si tu veux, pendant 3 ans, on a grimpé et là, on passe un peu. Remis à niveau, on va dire. Ouais, on s'est remis à niveau et là, on est en train de construire le 2e étage de la fusée. Et il y a un énorme enjeu au sein de la rédaction aussi d'en faire vraiment. En fait, pour moi, à 3 ans, Télérama, c'est plus un journal papier avec un site et une application. C'est un média culturel numérique avec un super produit papier chaque semaine. Donc, en termes d'équilibre et d'histoire, c'est un petit peu différent. Et tu parlais de réflexe. Et pour moi, cette notion de réflexe, elle est hyper importante. Pour moi, il faut qu'on crée le réflexe Télérama. Tu veux te regarder une série, aller au théâtre, te faire un resto, ou tout ce qui touche, te faire une expo. Tu réfléchis même plus, tu sais que Télérama va répondre à ta question. Et donc, ce qu'il faut vraiment qu'on travaille, c'est sur la perception de Télérama par les personnes qui ne nous lisent pas encore. Ouais, d'où les réseaux sociaux, la campagne de marque, etc. Il y a encore un peu de... un peu de travail. Ouais, tant mieux. Ouais, et tout le travail SEO aussi qu'on est en train de faire. Tout le travail SEO. Ouais, c'est vrai que ça y participe aussi, évidemment, un peu, beaucoup. Et toi, ton cap stratégique personnel, c'est quoi un peu l'évolution possible pour toi ? Alors moi, c'est marrant, c'est quelque chose que je me pose jamais cette question-là. J'ai eu beaucoup de chance. Tu vois, je te parlais de rencontre au départ. Ouais. Moi, c'est un peu ce qui me drive. J'ai une chance au moment, tu sais, où je suis passée de Canal à l'équipe. Ça s'est fait avec une rencontre qui est l'ancien directeur de l'équipe, qui est Cyril Linette, qui m'a énormément appris. Et c'est grâce à ces personnes-là que j'ai switché. Ensuite, voilà, c'est les rencontres que j'ai faites à Télérama. Et là, je me sens bien à Télérama. Donc, je me dis pas qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi le next step, on verra. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir des chouettes next steps. Et ça peut paraître un peu... Mais moi, ce que je garde, en tout cas, c'est super d'atteindre des super objectifs, d'avoir des super chiffres, tout ça. Et c'est moteur, les projets sont moteurs. Mais ce qui reste, c'est le travail que tu as fait avec les gens. Ouais. C'est ce qui t'a réussi à faire grandir les personnes autour de toi, si les personnes sont heureuses dans ce qu'elles font. Et c'est les liens que tu crées avec ces personnes-là qui restent au final, je pense. Et là, c'est le cas en ce moment. T'as l'impression que... J'ai une super équipe. T'as une super équipe. Une super équipe. Et une super rédac. Et une super rédac. Il faut le dire. Ouais, mais c'est vrai. Enfin, si t'avais une conviction forte à faire passer pour ceux qui pensent que la presse culturelle, c'est fini. Non, ce que je te disais. Ben non, on en a, la presse culturelle, on a plus besoin que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. En plus, dans un monde... déjà, ça fait du bien de parler de culture en ce moment. Et oui, parce qu'on c'est pas trop ce dont on parle. Bon, là, on a eu le festival de Cannes. Ça a été... une petite... c'était sympa. Parenthèse. C'est ça. C'était très chouette, le festival de Cannes. Mais non, on en a plus besoin que jamais parce qu'on a besoin de boussole, on a besoin de guide. Et la culture, ça rend le monde beau. Et on a besoin de beauté, je pense. C'est surtout en ce moment. Dernière question qui est un peu le gimmick du podcast. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager ? Un truc cool, un truc pro cool, parce que je fais un truc perso. Non, ça peut être un truc perso. Non, mais ça peut être un truc perso. Non. Bien sûr. Non, pas du tout, parce que j'ai plein d'idées. Non, un truc cool pour Télérama, c'est que dans quelques mois, normalement, sur le numérique, vous allez plus pouvoir vous passer de Télérama pour pouvoir organiser vos sorties culturelles à Paris et dans le Grand Paris sur le numérique. On va sortir un super produit. Ça, c'est vraiment ce que j'ai failli te dire il y a quelques minutes. On en parlait. Vous devriez racheter un billet réduc ou un truc comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, ça, tu disais, c'est quoi parce que on parlait de réflexe. Moi, mon réflexe pour sortir, tu vois, j'ai fait une pièce de théâtre qui était folle la semaine dernière. C'est Big Mother. Je sais pas si tu connais. Enfin, non, bref, c'est un super truc. Mais c'est billet réduc, mon réflexe. Bah, demain, ce sera Télérama. Après, je te montrerai un peu le projet. Okay. Ça va être bien. Ok, donc ça peut être un truc cool. Et ça sort quand ? Alors, l'objectif, c'est fin d'année. C'est ambitieux. Mais normalement, j'ai dit aux équipes novembre.
Ouais, bah c'est bien, il y aura les vacances, les Ouais. gens pourront... Et ça va être très très chouette sur tout ce qui est théâtre, resto, expo, sortie avec les enfants aussi. Oui. C'est toujours la galère, hein, toi qui as des enfants. Oui, on Et a fait tout ça. voilà. Donc non, en fait, on a tout le champ éditorial. On a toute la matière éditoriale. Il faut le mettre en musique sur le numérique. Les bons produits et bien priorisés. Parce Oui. que, qu'on l'a compris dans cet épisode, il y a quand même beaucoup de chantiers, beaucoup de choses à faire. Et même si vous avez des grosses équipes, il faut bien prioriser tout ça. Exactement. Il faut prendre les sujets les uns après les autres. Mais ça va être très, très chouette. Bon, merci beaucoup Fleur pour ton temps. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de partager et puis de comprendre un petit peu comment fonctionne Télérama. Donc il y a pas d'annonces, mais plein de choses qu'on va suivre un peu. Et voilà, donc sortez, allez voir des pièces, allez voir au cinéma, des expos, de la radio. Et avant tout ça, bien sûr, vous allez sur télérama.fr pour avoir une idée un petit peu de la qualité de ce que vous allez voir. Il faut le réflexe Télérama. C'est ça. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.